Bonsoir, je vais vous expliquer comment j'ai traversé l'Islande avec un ami durant le mois d'août 2013. Alors, pour la plupart des gens et pour les agences de voyage, l'Islande c'est des volcans, des geysers, des glaciers, des grandes étendues d'herbe avec des moutons, ou encore des traversées en bateau pour aller réveiller les baleines. En Islande, on peut vivre des excursions avec des gros 4x4 et vivre une grande aventure. Traverser des rivières, dormir dans des chalets, se baigner dans les sources d'eau chaude, ou encore accélérer la fonte des glaciers en allant rouler dessus avec des énormes bus. Seulement tout ça, ça ne nous intéresse pas. Nous, ce qu'on cherche, c'est pas forcément voir des super paysages, mais avant tout relever un défi physique, se perdre au milieu de la nature et essayer d'échapper à tout le confort moderne. Pour ça, concrètement, on choisit un point de départ, une destination ou une direction, et on essaie de marcher le plus longtemps possible. On part avec le strict minimum, sans assistance, avec comme seul abri notre tente et les étoiles. C'est typiquement le genre de voyage qu'on voudrait faire tout seul. Seulement, comme on a trouvé ça un petit peu dangereux, on a préféré partir à deux. Finalement, on va survivre qu'avec ce qu'on a dans notre sac. Comme on peut le voir sur les photos, l'Islande est parfaite pour faire ce genre d'aventure, puisqu'au milieu du pays, il n'y a strictement rien. Hormis 2 ou 3 refuges, il n'y a ni route, ni ville, ni personne. Finalement, quand on commence à marcher là-bas, on comprend qu'on va pouvoir compter que sur nous-mêmes. On voulait partir du nord du pays, de la ville d'Akureyri, et suivre le 18e méridien, le trait bleu sur la carte, et aller tout au sud. Finalement, on a suivi le trait rouge, ça représente 300 km qu'on a parcouru en 15 jours. Je vous expliquerai après pourquoi on n'a pas pu continuer tout droit. Pour préparer tout ça, ça nous a pris environ 3 mois. On a même pris un tableur avec une formule mathématique pour calculer nos besoins énergétiques journaliers et anticiper la quantité de nourriture qu'on allait manger à chaque repas. Bon, seulement après avoir mis toute la nourriture dans le sac et plus le matériel, on avait des sacs d'environ 30 kilos. Une fois parti, et après avoir grimpé une vallée complètement enneigée, on pose nos tentes sur une petite bande de terre perdue au milieu de la glace. Avec le coucher de soleil à l'horizon, c'était magnifique. Le lendemain, beaucoup moins, puisque durant la nuit, nos tentes et nos bottes ont gelé. Bon, une fois réchauffé, et après avoir marché quelques temps, on se retrouve au milieu d'un immense plateau. Et c'est là que je perçois 2 sensations assez contradictoires. La première, c'est de me sentir complètement libre, de pouvoir faire tout ce que je veux. Et la deuxième, c'est de me sentir si petit et si insignifiant face à la nature. D'ailleurs, la nature, là-bas, le climat est très simple. C'est du vent et encore du vent. Ce qui fait que je devais marcher complètement courbé comme ça, pour pas m'envoler. Et avec ce vent, on s'est retrouvé bien incapable de faire chauffer la moindre casserole d'eau. Du coup, adieu les repas, on s'est cantonné de manger les biscuits et les fruits secs qu'on avait emportés en plus. Cette source d'eau nous a sauvé la vie. On pensait en partant que l'eau serait pas un problème en Islande et qu'on trouverait suffisamment de rivières pour boire. Seulement, après avoir passé 24 heures sans boire, trouver cette source perdue entre 2 collines et indiquée sur aucune carte, ça a été une vraie délivrance. Cette photo résume très bien le paysage dans lequel on a évolué pendant 15 jours. C'est du sable et des cailloux. Aucune trace de vie. Ni insectes, ni brindilles d'herbe, aucun bruit. Pour ceux qui connaissent le Seigneur des Anneaux, on avait l'impression d'être Frodon et Sam qui marchent dans le Mordor. Au détour et au fond de cette vallée, on tombe nez à nez avec un mur d'une 50aine de mètres de haut. Et on comprend qu'on est dans une zone remplie de vallées comme ça et qu'on ne peut pas les franchir, c'est impossible. On se retrouve à être obligé de faire demi-tour. Et c'est pour ça qu'on n'a pas pu poursuivre notre chemin sur le 18e méridien. Et au départ, on manquait d'eau, à la fin, il y en avait trop. Cette rivière est probablement la plus dangereuse qu'on ait eu à traverser. Elle est super large, environ 50 mètres de large. Elle était profonde, j'avais de l'eau jusqu'en haut de la cuisse, et il y avait du courant fort. Imaginez-vous, en caleçon, avec le gros sac sur le dos, au milieu de la rivière, avec vos bottes qui pendouillent accrochées à votre cou. Et comme on n'avait pas assez d'eau pour boire, on en avait encore moins pour se laver. Seulement, après 10 jours sans se laver, les vêtements grattent. Ça gratte tellement qu'on est obligé de s'arrêter tous les quarts d'heure pour soulager nos démangeaisons.
Bon, le truc, c'est que le lendemain, on remettait les mêmes vêtements sales de la veille, parce qu'on avait pris que ceux-là. Un peu au hasard, à la fin du voyage, on tombe nez à nez sur cette cascade. Elle est jolie, mais bon, elle n'a rien d'extraordinaire. Elle est d'autant moins jolie, en plus, qu'on a dû traverser sa rivière quelques heures auparavant. Seulement, après avoir passé 15 jours au milieu du sable et des cailloux, bah, pour nous, voir ce petit bout de paysage, c'est une vraie récompense. Le beignet, celui-là, c'est la première chose que j'ai mangée en retrouvant la civilisation. Objectivement, il est infect. Hein. Il est beaucoup trop gras et beaucoup trop sucré. Seulement, après avoir mangé que des graines pendant 15 jours, perdu environ une dizaine de kilos, eh ben, je l'ai savouré, je m'en suis foutu partout, en plein milieu de la galerie marchande. On est rentré vivant, donc on peut dire qu'on a surmonté le défi physique quand c'était lancé. Bon, par contre, pour ce qui est d'échapper à tout le confort moderne, entre le GPS, le drap de soie, le sac de couchage ou la boussole, bon, jamais on n'aurait pu rentrer vivant. Merci.